Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, Monsieur Olivier Andrieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé en Alsace alors sur la photo, j'ai pas de barbe et maintenant j'ai la barbe. Mais c'est très récent, hein, la barbe. Et donc je fais du référencement du SEO donc depuis 26 ans maintenant. Et donc je suis l'éditeur du site abondance.com. Donc j'ai les sites abondance.com, les Formaseo, une offre de référencement SEO, puis des tas d'autres sites qui me servent aussi de temps en temps de laboratoire pour tester un certain nombre de choses en visibilité Google. Et donc, comme on le voit à l'écran, là, je suis également l'auteur d'un certain nombre de livres, notamment les 3 là chez Erol, de livres sur le SEO pour essayer de diffuser le plus largement possible l'information sur le SEO. Donc, c'est vraiment ma façon de travailler, hein, c'est d'essayer d'expliquer tout ce que j'apprends au quotidien, c'est de le diffuser le plus largement possible et au meilleur prix, et si je peux gratuitement, aux personnes qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur le SEO. Et donc mon activité tourne surtout autour de 2 actions de type de prestations: l'audit SEO, l'audit SEO de site web, et la formation, et notamment avec la formation en ligne Formaseo. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde ensemble des questions que peuvent se poser notre audience, nos téléspectateurs, sur la partie SEO, sur la partie référencement en 2022 et 2023. Alors, première question de base, est-ce que ça marche vraiment le SEO, Olivier? Ça veut dire quoi, est-ce que ça marche? En fait, c'est la vraie question, hein. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça génère du trafic? Oui. Si c'est bien fait, bien sûr que ça va générer du trafic. Alors, c'est pas le plus facile, hein, bien sûr, hein. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail pour faire un boulot de qualité. Mais ça marche pour générer du trafic. Après, si le site est mauvais, ça ne transformera pas. Le but du SEO, c'est de générer du trafic de la meilleure qualité possible. Et une fois que ce trafic est là, il faut le transformer, il faut le convertir. Et ça, c'est le but là, c'est d'avoir un site de qualité qui va transformer l'essai. Donc, si la question c'est est-ce que le SEO peut générer du trafic de qualité sur un site, la réponse est oui. Ça. Si la question c'est est-ce que je vais gagner des clients avec le SEO, je dis ça dépend du site sur lequel le potentiel client va arriver. Le SEO, c'est vraiment un générateur de trafic. Générateur d'audience, effectivement, et derrière, pour générer des clients, il faut que votre site soit déjà fonctionnel et qui donne envie d'aller plus loin. Et puis également, il faut que votre offre de biens ou de services puisse correspondre au public que vous ciblez, ou en tout cas que vous amenez sur votre site. Est-ce que c'est rentable de faire du SEO? Alors, pour calculer, j'ai un côté assez énervant. C'est que j'essaie toujours de bien comprendre les questions avant d'y répondre. Et c'est un réflexe vraiment chez moi, parce que je pense qu'on ne peut bien répondre à une question que si on a bien compris cette question. Et c'est pas toujours simple de bien comprendre une question, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations souvent. La rentabilité, oui. Alors, comment est-ce qu'on la calcule, la rentabilité? Alors, l'expression qu'un référenceur va utiliser le plus souvent, c'est « ça dépend ». Donc, je pense que je vais répondre « ça dépend » à toutes les questions, mais c'est normal parce que ça dépend en général de pas mal de critères. Et ici, ça dépend de comment on met en place le SEO. Imaginons que vous ayez un site web à vous et vous faites vous-même votre SEO, vous allez investir du temps. Alors, bien sûr, il faut calculer le nombre d'heures que vous allez y passer, etc. On peut très bien faire du SEO de très bonne qualité avec un investissement financier extrêmement faible. Il y a pas mal d'outils qui existent. Alors, il y en aura peut-être quelques-uns payants, mais on peut faire des très bonnes choses sans sortir beaucoup d'argent.
Par contre, on va y passer du temps, c'est normal, hein, ne serait-ce que pour rédiger des contenus de qualité, etc. Tout ça, c'est du temps. Donc ça, il faut arriver à comprendre combien ce temps coûte. Et ça, c'est pas négligeable. Et ensuite, ben, on voit en règle générale, enfin, en face, le chiffre d'affaires que ça va rapporter. Hein. Donc, oui, bien sûr, ça peut être rentable. Il faut juste bien mesurer. Alors, si on passe par une agence SEO, ben, c'est un peu plus facile de calculer. On sait combien ça va coûter, hein, puisque c'est le virement qu'on va faire à l'agence. Et puis, ben, derrière, il faut mesurer combien on a gagné grâce au SEO. Tout est mesurable aujourd'hui. Avec des outils comme Analytics ou autres, on peut vraiment mesurer énormément de choses. Dans la question de la rentabilité, il faut se poser la question du retour sur investissement. Comment est-ce qu'on calcule le retour sur investissement de son site web? Est-ce que je veux des leads? Est-ce que je veux vendre? Que les gens passent un certain temps sur mon site, voient un certain nombre de pages, voilà, etc. Quel est l'objectif du site? Et est-ce que les visites SEO remplissent cet objectif? Et à ce moment-là, on peut tout à fait calculer le retour sur investissement et savoir si le SEO est rentable. Il faut mettre en place un petit peu cette petite équation et ce petit système de calcul pour pouvoir avoir les idées claires à ce niveau. Mais il n'y a pas de souci majeur. Je n'ai pas de souci majeur sur le fait que le SEO soit rentable. Après, il faut juste bien, au cas par cas et sur mesure, mettre en place les bonnes équations, en fait. C'est très clair. Du coup, j'ai 2 questions par rapport à cette question. Vous allez voir dans quelques secondes. Première question, quel KPI quels indicateurs pour mesurer justement les SEO? Sur quoi vous vous basez pour dire ce travail de référencement part dans le bon sens ou pas? Eh bien, ça dépendra de l'objectif, déjà, qu'on a défini auparavant, bien sûr, hein, selon qu'on veut du lead, du trafic, de la page vue, du temps passé, etc., parce que ce ne sera pas les mêmes KPI, mais d'une façon générale, les KPI qu'on utilise en SEO, c'est le positionnement. Hein, donc, on va utiliser des outils de suivi du positionnement du site avec voilà, un nombre de requêtes. Et sur ce nombre de requêtes, moi, je veux être dans le top 10. En général, c'est l'objectif qu'on prend. Et sur ce nombre de requêtes qui sont demandées tant de fois par mois, et ça, il y a des outils qui fournissent assez facilement le volume de recherche. Voilà ma position. Si je suis dans le top 10, c'est gagné. Si c'est pas dans le top 10, c'est pas gagné. Donc, le positionnement, c'est un KPI qui est évidemment utilisé quasiment par tout le monde. Ça peut être aussi l'augmentation de trafic SEO. Avec un outil comme Analytics, on va avoir un certain nombre d'informations. J'étais à, je sais pas, 30% de mon trafic qui venait du SEO. Mon objectif, c'est de passer à 50. Bon, ben, sachant que je préconise de ne pas dépasser les 50% de trafic SEO sur un site. Mais mon objectif, c'est de passer de 30% à 50% de mon trafic total qui vient du SEO. Voilà un autre KPI. Après, il y a la transformation, il y a la conversion, il y a encore autre chose. Hein, mais pour ce qui est du SEO, je pense que l'augmentation du trafic SEO et le positionnement, ce sont les 2 KPI qui me semblent être les plus logiques et les plus souvent utilisés. Petite question, vous venez de soulever une remarque intéressante. Pourquoi vous préconisez pas plus de 50% du trafic SEO? Alors, je préconise pas plus de 50% du trafic total qui vient du SEO, donc Organic Search, hein, sur Analytics, parce qu'en fait, je fais ce métier depuis plus de 25 ans, et tous les sites qui ont eu de gros problèmes de SEO lors des grosses mises à jour de Google, lorsque Google change un peu les règles du jeu, c'était tous des sites qui avaient plus de 50% de trafic, c'était tous des sites qui étaient trop dépendants du trafic Google. Et c'est un trafic clairement qu'on ne maîtrise pas. Souvent, c'était des sites qui avaient 70-80% de leur trafic qui venait de Google, mais c'est du suicide numérique de faire ça. On est complètement dépendant d'une source de trafic qu'on ne maîtrise pas parce que ce n'est pas vous qui faites les règles du jeu, c'est Google ou Bing, enfin, ce sont les moteurs de recherche. C'est comme si on avait une entreprise et qu'on a un seul client ou 2 clients. Qu'est-ce qui se passe le jour où un des 2 clients ne commande plus? On est le bec dans l'eau. Donc il faut absolument diversifier ses sources de trafic et vivre ou survivre
si on perd le trafic SEO, même de façon temporaire. Hein. C'est arrivé des tas de fois. Hein. Donc on a vraiment des tas d'exemples de sites qui ont perdu totalement ou partiellement le trafic Google et qui parfois se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas de solution de remplacement. Donc ça, c'est vraiment à éviter au maximum. Et c'est pas toujours c'était parfois des bugs chez Google. Hein. C'est pas toujours la faute du site. Hein. Google, il est comme tout le monde, il y a des bugs et il y a des sites qui ont sauté de l'index de Google parce qu'il y a eu des bugs et ils ont perdu tout le trafic Google. Alors quand vous êtes dépendant à 80% de Google, que vous perdez 80% de votre trafic, c'est catastrophique, bien sûr. Donc ça, on ne peut pas se le permettre. En termes de pérennité d'entreprise, on ne peut pas se le permettre. Ok, c'était ma question sous-jacente, c'était de savoir si c'était plus du bon sens qu'une condition pour être ou un critère pour être bien référencé dans Google. Le fait d'avoir un volume trop dépendant, si ça pouvait être directement ou indirectement un critère. Donc c'est du bon sens. Voilà, exactement. Autre question, par rapport aux mises à jour de Google, voire aux pénalités de Google, est-ce qu'on doit avoir peur en tant qu'éditeur de site de potentiellement subir ce type d'action? Je dirais, faut-il avoir peur de se prendre un PV quand on roule trop vite? Si on roule trop vite, on se prend un PV, il faut l'assumer. On a roulé trop vite. Si on se prend les pénalités, si une pénalité, c'est qu'on a fait des choses pas bien, donc il faut l'assumer. La meilleure façon de ne pas avoir de pénalité, c'est de faire les choses bien. Okay. Et c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. C'est ma façon de faire du SEO. Je suis donc white hat, 100% white hat, chapeau blanc. C'est-à-dire, je n'essaie pas de manipuler. Vous respectez les consignes. Je respecte les consignes de Google. Et on dort beaucoup mieux en plus. Hein, et surtout, on peut faire des choses très très sympas en étant white hat, en ne faisant pas en ne mettant pas en place de techniques interdites par Google. Donc après, c'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Si je vais sur l'autoroute et que je roule à 300 à l'heure, oui, j'ai un risque de prendre un PV. Le pire, ce serait de ne pas l'assumer. Ça c'est grave, par contre. Mais à partir du moment où je roule à 300 à l'heure, je sais que je risque un PV, mais je me fais plaisir. Ok, alors peut-être que je poser la question des risques pour les autres. Mais enfin bon, voilà, c'est juste une question de savoir où on va, de connaître les risques. C'est ça le plus important. Quels sont les risques? Et je pense que les recommandations Google, elles sont en ligne, elles sont quand même assez claires aujourd'hui. On sait quand est-ce qu'on passe la ligne jaune. On passe la ligne jaune, on sait qu'on spam, on sait qu'on peut être pris. Alors là, si je me mets à la place de l'audience, de la chaîne, c'était vraiment une question de grands débutants. Et par exemple, on peut volontairement franchir la ligne rouge de Google ou involontairement. Par exemple, si demain, je sais pas, j'ai un site WordPress et que pour des raisons techniques, une nouvelle configuration ou je sais pas, un spam, je passe une action black hat qui se fait à mon insu. Est-ce que je peux avoir une crainte légitime de passer Non, on ne peut pas avoir une action black hat à son insu, à l'insu de son plein gré. Si on fait du black hat, on sait qu'on fait du black hat. C'est quand même les recommandations Google sont très claires à ce niveau-là. Hein. Pour mettre en place des actions pénalisables par Google, ça ne se fait pas par hasard et par miracle. Hein. C'est vraiment qu'il y a une volonté de manipuler les algorithmes du moteur. Si on est black hat, c'est qu'on l'a voulu. Okay. Donc, on rappelle à l'audience, les consignes de Google sont compilées dans un support qui est souvent mis à jour avec un document PDF de plus de 200 pages, je crois, qui explique les bonnes pratiques et justement les mauvaises pratiques répréhensibles par le moteur de recherche. Oui, en tapant recommandation Google pour les webmasters, on tombe dessus automatiquement. Voilà. Donc, on vient de lever ce mythe qui peut être persistant ou en tout cas fréquent chez les grands débutants. Donc, pas de crainte à avoir de ce côté-là, pas de pénalité Google potentielle si on fait des choses proprement et si on fait… Oui, d'autant plus que de plus en plus, Google pénalise moins aujourd'hui et ignore plus.
Il a vraiment tendance, notamment pour tout ce qui est liens, hein, des liens de faible qualité ou des liens factices, etc., des backlinks, donc des liens factices. Il y a quasiment plus de pénalités, ce qu'on appelle les actions manuelles, c'est-à-dire des pénalités vraiment qui sont données par des êtres humains, hein, chez Google. Ça n'existe quasiment plus sur les liens. Un mauvais lien, il est juste ignoré par Google, c'est tout. Donc, il n'y a rien à craindre, entre guillemets. Parfois, les gens voient, notamment dans la Search Console, dans l'outil Google d'information sur le site, voient des liens de très faible qualité. Bon, ben, ceux-là, c'est pas parce qu'ils sont dans la Search Console qu'ils sont obligatoirement pris en compte par le moteur. C'est vraiment des liens depuis des sites de spam ou autres, et on en voit toujours, il y en a toujours. Bon, mais ceux-là, ils sont ignorés, donc il n'y a pas de gros soucis à avoir à ce niveau-là. C'est très clair. Ensuite, grande question. Comment faire du SEO en 2022? Alors, pour vous faciliter la tâche, Olivier, je me suis permis d'aller regarder pas mal de vidéos que vous avez pu faire dans le passé. Et j'ai fait 2 captures d'écran, 2 critères, suite notamment à cette vidéo-là, qui listait les top critères en 2021. Du coup, ma question, je vais la reformuler. Est-ce qu'il y a des grands changements sur les top critères 2021-2022? Non, c'est les mêmes. Clairement, c'est les mêmes. En fait, souvent, quand je rencontre des référenceurs, et puis là, on boit une bière, hein, tranquillement, ou un verre d'eau, ça dépend, je pose souvent la question, mais est-ce qu'il y a vraiment un critère qui a changé depuis 10 ans en termes de SEO et qui a vraiment influencé les résultats de recherche de façon forte? Et en fait, depuis 10 ans, il n'y a pas eu de véritables critères nouveaux. Tous ces critères ici, ils existent depuis 10 ans largement. Pour certains, on en parlait un peu moins, comme le budget crawl ou autre, mais il y a 10 ans, tout ça existait. Il n'y a rien qui... Alors, il peut y avoir des tendances, un certain nombre de choses, des façons de travailler le SEO. Mais l'algorithme, en fait, l'algorithme de Google, bien sûr, il évolue, hein, en mettant beaucoup d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, etc. Mais en termes de critères de pertinence, de façon de faire un site web, depuis 10 ans, les fondamentaux sont les mêmes, exactement. Toujours ce même triptyque. Le même triptyque avec un site techniquement prêt pour laisser passer les robots de Google, du contenu et puis de la popularité pour dire à Google que ce site est pertinent. Ouais, c'est vraiment ça. Après, Google fait des annonces, il fait un certain nombre de choses, mais dans les faits, et vraiment, j'envoie le message le plus possible aux gens, hein, pour qu'ils testent eux-mêmes un certain nombre de choses. Vous pouvez tester, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas hésiter à faire le SEO, c'est du test and learn, hein. On apprend, on teste, on apprend, ça marche pas, c'est pas grave. Le SEO est pavé d'échecs, c'est normal, on apprend de ces échecs et il n'y a pas de risque à tester, il n'y a pas de risque à essayer de faire un certain nombre de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc allez-y. Mais avec donc la slide précédente et celle-ci, on a encore aujourd'hui tout le SEO actuel, et c'était le même il y a 10 ans, clairement. Donc il y a toujours une petite évolution, hein, au fur et à mesure, mais il n'y a pas eu de grande révolution quasiment depuis l'arrivée de Google, en fait. Et autre question subsidiaire qui vient en tête à la vue de ces diapositives-là, c'est comment, Olivier, vous pouvez me dire que tel critère est plus important que tel autre? Pourquoi tel critère serait ici et pourquoi que tel autre? Alors en fait, il y a plus des familles de critères, parce qu'on voit que lorsqu'on modifie quelque chose dans la balise title, par exemple, on voit que les changements sont beaucoup plus forts que si on les modifie dans l'URL, par exemple. Alors, pour le coup, l'URL est un poids très faible, donc c'est en testant, hein, il n'y a qu'en testant. Mais en même temps, ce qui a quand même pas mal changé au fil des ans, c'est le fait que l'algorithme de Google est vraiment mutant aujourd'hui, et que il y a pas quelqu'un chez Google qui dit le title ça a un poids de 10, le H1 ça a un poids de 8, l'URL ça a un poids de 2. Non, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et en fonction du contexte, en fonction de l'intention de recherche, en fonction
de la requête, du volume, de la saisonnalité. Enfin, il y a plein d'éléments de contexte qui rentrent en ligne de compte qui font que l'algorithme va fonctionner d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a qu'un algorithme, il n'y a qu'un algorithme chez Google. Par contre, il est vraiment mutant en fonction du contexte, peut-être même du pays, de la langue, enfin, etc. Et il va prendre en compte des tas de critères pour fournir et finalement pour attribuer des poids différents en fonction des requêtes et de tout un tas de points différents. Donc, on ne peut pas dire le title est plus fort que le H1, etc. Oui, d'une façon générale, c'est le cas, mais dans certains cas, il peut arriver que ça soit différent, notamment si Google s'aperçoit, par exemple, qu'il y a un très bon H1 sur la page et un très mauvais title. Peut-être qu'il va inverser les poids attribués, etc. Donc, c'est devenu très complexe, en fait, de comprendre. Enfin, on ne peut plus faire ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire, je regarde les résultats et je comprends comment fonctionne l'algorithme. Plus personne ne sait comment fonctionne Google. Je pense que même que chez Google, il y a plus grand monde qui comprend, tout simplement parce que c'est le système réfléchit en temps réel et c'est de l'apprentissage automatique et maintenant c'est les machines qui donnent les résultats. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un chez Google qui puisse dire l'algorithme, je vous explique l'algorithme en 5 minutes, quoi. Je pense que c'est finalement la plus grosse évolution de l'algorithme de Google sur les 10 dernières années, c'est qu'il est devenu plus intelligent qu'avant. Alors, évidemment, intelligent entre guillemets, hein, mais c'est pas juste une seule équation. L'équation bouge tout le temps. Si je rebondis sur votre remarque précédente, si Google réfléchit en temps réel, ça veut dire que je peux avoir des résultats en temps réel également? Ben, les résultats sont en temps réel. En termes de SEO? En termes de SEO, voilà. Ah oui, oui. En fait, moi, sur mon site Abondance, je peux faire un test en 5 minutes, je sais si ça marche ou pas. Alors, pour faire des tests également, effectivement, lorsqu'on publie en fonction de l'autorité de votre site, on peut publier une page et que dans les 5 à 7 minutes, la page est prise en compte par Google. Donc, Google a une force de frappe phénoménale et on peut, si le mot-clé peut taper, se positionner très facilement, très rapidement sur le mot-clé. Effectivement, c'est une question d'autorité. Donc, si le site est récent, il n'y a pas d'autorité, notamment, et à l'heure actuelle, il y a des vrais soucis d'indexation et les délais peuvent être de plusieurs semaines, voire de mois, avant qu'un contenu soit indexé. Et c'est vraiment une problématique d'autorité. Autre question posée différemment, pourquoi un projet SEO pourrait échouer? Quels sont les critères qui feraient échouer un ranking sur Google? Qu'est-ce qu'un projet SEO? Ça dépend, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si je veux lancer un site web aujourd'hui sur la vente de CBD et que je veux être premier sur les requêtes dans un mois, je pense qu'il vaut tout simplement mieux pas le faire parce que c'est pas possible. Parce que c'est très concurrentiel et qu'il va falloir beaucoup de temps, du contenu de qualité, des liens de qualité, etc. Donc c'est la réussite d'un projet SEO et de l'objectif donc d'un projet SEO, c'est peut-être le temps qu'on va vouloir y passer. Je pense pas qu'il y ait de possibilité ou d'impossibilité plutôt en termes de SEO. Je pense que tout est faisable, tout est possible. Après, il faudra peut-être y mettre du budget ou du temps. C'est souvent du temps, mais enfin le temps c'est de l'argent. Donc, et si on est suffisamment patient, on peut essayer d'attaquer des requêtes de longue traîne au départ, donc des requêtes avec un volume de recherche assez faible, puis d'augmenter, de viser la moyenne traîne, et donc des volumes de recherche un petit peu plus élevés, et puis etc., monter comme ça. Mais c'est surtout une question de temps. Je pense que pourquoi est-ce qu'un projet SEO pourrait échouer? C'est une question sous-jacente, c'est comment est-ce que je peux mettre tous les atouts de mon côté pour que ça n'échoue pas? Et l'idée, c'est aussi de prendre en compte le SEO dès la conception du site, parce que je suis en train de travailler, d'auditer notamment un site en ce moment qui a été fait avec les pieds en termes de SEO, c'est une catastrophe. Donc à partir du moment où le site est en ligne et a été, on ne peut pas dire qu'il a été mal conçu, il n'a pas été conçu avec une notion de SEO, évidemment, maintenant il va falloir tout casser
pour tout refaire. Donc oui, ça va donner des délais beaucoup plus longs, etc. C'est plus complexe. Donc, mais si on fait dès le départ, avant la mise en ligne, un site web bien conçu pour le SEO, qu'on fait du bon travail de qualité et qu'on se donne le temps, je vois pas pourquoi ça pourrait échouer, clairement. Donc, la réponse indirecte à cette question, c'est commencer le SEO le plus tôt possible lors d'une création de refonte de site. C'est inclure le SEO le plus tôt possible pour partir du bon pied, aussi bien techniquement qu'en termes de stratégie éditoriale. Ouais, tout ce qui est fait n'est plus à faire et tout ce qui est fait en amont, c'est autant de travail, de temps sauvegardé en aval après la mise en ligne. Donc c'est vraiment un point capital, hein. C'est vraiment un point capital et je vois encore beaucoup de sites sortir sans que le SEO ait été pris en compte. C'est vraiment dommage. Vous parlez tout à l'heure de la notion de temps. La question que l'on nous pose souvent en tant qu'agence SEO, c'est au bout de combien de temps j'aurai des résultats. Toutefois, ça dépend forcément, on vient de le dire tout à l'heure, de la notion d'autorité du site. Un site récent n'a pas la requête aussi. Et de la requête. Sur un site qui se lance, par exemple, qui n'existait pas il y a une semaine et on vient de publier ce site, en 2022, un site qui veut se positionner sur de la moyenne, voire la longue traîne, au bout de combien de temps peut-il être référencé, d'après vous? Sur de la longue traîne, c'est une question de semaine. C'est une question de semaine, normalement. Sauf problème, on sait aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes d'indexation chez Google et on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront résolus. Donc ça, c'est un vrai problème. À partir du moment où une page n'est ni crawlée ni indexée, évidemment, on peut pas avoir de vision à moyen et long terme. Donc, et il y a certains sites qui, plus ou moins, arrivent mieux à s'en sortir, etc. Mais en fait, il faut vraiment essayer tout de suite d'obtenir des liens de bonne qualité, que ça aide beaucoup à l'indexation. Donc, pour la longue traîne, si tout va bien, je dirais quelques semaines. D'accord. Pour la moyenne traîne, en 6 mois. Enfin, si c'est une niche, ça va. Mais si c'est un domaine qui est très concurrentiel, avant 6 mois, j'ai bien peur que ça soit compliqué. Après, il vaut mieux viser 6 mois et y arriver en 3 mois. Mais ça, c'est long. Alors, pour la courte traîne, j'en parle même pas. Ça peut être très très long. Après, ça dépend évidemment de la notoriété. Est-ce que le site fait partie d'un groupe? Est-ce qu'il peut bénéficier de backlinks de bonne qualité, etc. etc. Ok. Mais qui ne connaîtraient pas le terme courte traîne ou longue traîne, ce sont des mots-clés longue traîne, des mots-clés déclinés, très déclinés, qui comportent plusieurs mots dans le mot-clé, et moyenne traîne sont des mots-clés semi-déclinés. Voilà, donc plus votre mot-clé va être précis, et plus votre audience, votre demande, votre concurrence sera faible, plus vite vous pourrez avoir des résultats en termes de positionnement. C'est souvent une question de volume de recherche. Pour moi, la longue traîne, c'est jusqu'à 1000 fois par mois en France. La moyenne traîne, c'est entre 1000, 10 000, 50 000. Et la courte traîne, c'est au-dessus de 50 000 fois par mois, du nombre de fois où c'est demandé sur Google. Et ça, c'est le planificateur de mots-clés de Google qui va fournir l'information, ou éventuellement d'autres outils comme SEMrush ou beaucoup d'autres. Ok. Question suivante. Est-ce que toutes les entreprises qui ont un site internet font-elles déjà du SEO? Oula, non, loin de là même. Non. Bon, déjà, oui, toutes les entreprises n'ont pas un site web. Souvent, c'est une plaquette, hein, juste pour être présent, mais c'est bien aussi. Hein, on ne va pas blâmer les entreprises qui ont un site web juste pour faire une plaquette parce qu'il en faut une. Peut-être qu'elles n'ont pas besoin non plus d'Internet pour fonctionner. Mais à partir du moment en fait où la présence en ligne est un élément important de la stratégie de visibilité de l'entreprise de façon globale, à partir du moment où l'entreprise commence à être numérique, digitale, et vit en partie par rapport à ce que lui amène le web, à ce moment-là, il faut qu'elle s'occupe du SEO, clairement. Et c'est pas le cas, encore. Okay. Je ne sais pas s'il y a eu des études d'ailleurs là-dessus, mais je le vois bien, hein, en discutant avec des entreprises. Beaucoup ont un site web pour avoir un site web, mais ça ne va pas au-delà.
Question indirecte, qu'est-ce que vous pensez du marché du SEO? Est-ce que c'est un marché, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui cherchent du SEO, tout le monde est équipé, ou c'est un marché qui est au contraire plutôt en pleine expansion selon vous? Non, il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent. Le problème, c'est qu'elles cherchent des bonnes agences, quoi. Et que c'est quand même un domaine où il y a un nombre de charlatans assez élevé. Il suffit de regarder des réseaux sociaux comme LinkedIn pour s'apercevoir rapidement que il y a vraiment des gens dans ce domaine qui se disent experts et qui racontent tout et n'importe quoi. C'est le gros problème, hein. Bon, j'imagine que c'est le problème de tous les métiers, hein. Mais on voit je lis des horreurs sur les réseaux sociaux, mais vraiment des horreurs. C'est pas des points sur lesquels il y a débat, quoi. Ce qui veut dire que il y a des gens qui font du SEO qui n'y connaissent strictement rien à SEO. Et puis il y a des gens qui se font avoir, du coup. Donc du coup, les gens disent les référenceurs, c'est des charlatans, et ils mettent tout le monde dans le même sac, et ça pourrit un peu le métier, d'autant plus que certains utilisent des techniques interdites sans le dire aux clients, enfin, etc., etc. C'est un peu le Far West quand même, hein, le SEO aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent des agences sérieuses ou des consultants sérieux et qui ont du mal à ce niveau-là parce que il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et quand on y connaît, quand on connaît pas le métier, parce que c'est vrai que c'est un métier un peu spécifique, assez technique, assez complexe souvent. Comment savoir qui est bon, qui est mauvais, qui me dit la bonne information, et qui dit n'importe quoi? C'est un vrai problème. Il n'y a pas d'agrément à l'heure actuelle. Je me souviens qu'à une époque, j'avais adhéré à la charte abondance. J'avais lu et apprécié ce logo à une certaine époque. Après, c'est pas tous les. Ça reste une mentalité, et puis les performances du passé, comme à la bourse, ne préjugent pas des performances futures. Ouais, donc c'est assez délicat de pouvoir mettre en avant son savoir-faire. D'où l'idée également de cette chaîne YouTube Propulse ton Biz ainsi que la vôtre pour évangéliser le grand public professionnel à l'intérêt et au bénéfice du SEO. Voilà, j'ai posé ma question. Comment voyez-vous le marché des agences de SEO? Est-ce que déjà sur le marché français, est-ce qu'on a une étude de marché fiable sur ça? Est-ce qu'on connaît le nombre d'agences en France? Je ne sais pas. Je pense que le SEO Camp, l'association des référenceurs français, a peut-être des infos à ce niveau-là. J'avoue que ce n'est pas quelque chose que je regarde de façon très fine. J'essaie, moi, de faire le meilleur boulot possible. Le marché national, je ne le connais pas. Après, c'est assez difficile de définir parce qu'il y a des agences qui font de la création de sites web et un peu de SEO, moitié du SEO, 70% de SEO, que du SEO, que de la formation, que de l'audit. Enfin, voilà. Il y a certainement, je pense que le SEO Camp a fait des choses à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est à jour, mais je pense que c'est assez difficile parce que beaucoup d'entités ne font pas que du SEO. Oui, et puis tout le monde ne reçoit pas forcément le formulaire et tout le monde n'y répond pas forcément. Oui, parfois c'est du SEO et du SIA, voilà. Où il n'y a pas de SIA, etc., etc. Donc ça peut être assez complexe, à mesurer. Et du coup, autre question qu'il avait, qu'est-ce qu'une bonne agence SEO selon vous? Est-ce qu'une bonne agence SEO? J'ai fait une série de vidéos là-dessus. Sur ma chaîne YouTube, je vous engage à aller regarder. Je ne sais plus, il y en a au moins 3 des vidéos, 3 ou 4, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'une bonne agence SEO? C'est une agence sérieuse. Pour moi, c'est une agence qui va mettre en place des actions pérennes sur le site du client, qui raconte pas n'importe quoi, qui sait ce qu'elle fait, qui a testé ce qu'elle dit. Et qui analyse le site du client et en fonction de ce site va mettre en place des actions des actions les plus efficaces possibles et non pas les actions sur lesquelles elle a les meilleures marges et qui suit du mieux possible et qui conseille du mieux possible son client.
Voilà, et qui n'écoute pas obligatoirement ce que dit Google, même si Google ne dit pas que des bêtises, hein, Google dit des choses bien aussi, mais parfois il dit des choses qui l'avantagent plus qu'autre chose. Donc, bon, faut faire aussi un petit peu attention. On n'apprend pas le SEO que dans les livres et que sur les blogs de Google. Hein. Il faut faire des tests aussi. Donc une bonne agence SEO, c'est une agence qui respecte le client, qui respecte les moteurs et qui met en place des actions pérennes sur les sites du client. Ok, c'est très clair. Peut-on se former seul au SEO? Oui, bien sûr. Y répondre directement. Il y a des formations, SEO. Il y a des formations mais les formations vont donner vraiment la théorie, les fondamentaux. Ça, c'est très bien, hein, mais ça, il faut l'avoir. Ça, c'est clair. Mais une fois qu'on a la théorie, une fois qu'on a les fondamentaux, la meilleure formation, c'est de créer son site web et d'y aller et d'essayer de positionner son site sur des requêtes et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, de se planter, de tester, etc. Voilà, en fait, c'est exactement comme quand on apprend une langue étrangère. Hein. Je me souviens qu'à une époque, j'avais appris le suédois et j'avais envie d'apprendre le suédois, donc j'ai acheté ma méthode à 6000 pour apprendre le suédois. Alors, ok, hey, hur bordu, etc. On apprend un peu les expressions. Et puis je suis allé en Suède et j'ai rien compris à ce que racontaient les gens parce que le langage parlé c'est aussi complètement différent. Et petit à petit j'ai un peu mieux compris au fil des jours ce que disaient les gens. Voilà, c'est la théorie, la pratique. Hein. Donc on peut se former seul au SEO, bien sûr. Hein, mais il faut mixer à la fois la théorie et la pratique et on apprend beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier 25 ans ou 26 ans après. Je fais toujours ce métier parce que j'apprends tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Ok, très bien, c'est assez clair. Voilà, merci Olivier pour toutes ces réponses. C'est moi. À toutes ces questions. Voilà, ça nous a permis à notre audience d'en savoir un peu plus sur le référencement, sur le monde des agences, sur comment débuter une stratégie et des actions de référencement. Donc, ça permettait d'hiérarchiser un petit peu toutes ces questions, parce que notre audience est peut-être un peu dans le flou par rapport à tout ça. Donc, encore merci pour vos réponses, Olivier. Et puis, je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin pour conclure. Bon, non, voilà, merci. Allez-y, apprenez, donnez-vous de la peine, n'hésitez pas et testez et faites les choses proprement et vous verrez le résultat arrivera derrière. Super. Très bien, je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci bien. Merci, au revoir.